Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans ces webinaires. Alors, on m'a demandé de traiter ce soir, finalement, pourquoi pas le co-testing et pourquoi surtout on ne l'a pas choisi. Ça va répondre aussi à la question précédente. On va faire justement, un rappel rapide sur la sensibilité du test HPV. On va ensuite voir ce qui se passe du fait de cette transition de la cytologie vers le test HPV. Et quelles sont les remarques, les controverses et justement cette position du co-testing qui n'est pas supprimée à 100%. On peut toujours rajouter une cytologie dans un contexte particulier, mais vous allez voir qu'il n'est pas nécessaire de le faire. Je vous donne tout de suite le résultat et j'essaie de vous démontrer pourquoi. Alors déjà, la sensibilité, comme vient de le rappeler Jean-Jacques, l'HPV est une cause nécessaire du cancer du col et on retrouve de l'HPV dans 99,7% des cancers du col de l'utérus, c'est-à-dire que les 0,3% qui manqueraient en HPV, en fait, ils ne manquent pas, ils sont là, mais on ne peut pas les détecter parce que souvent, sur ces biopsies, sur ces conisations, le tissu a été abîmé, a été nécrotique, a été un peu brûlé, a été trop fixé, tout ce que vous voulez, et c'est mécanique, c'est chimique, on ne peut pas détecter une trace moléculaire. On sait, à côté de ça, deuxième principe, que maintenant qu'on a la vaccination prophylactique, c'est ça la vraie cible, hein, c'est la prévention primaire. Mais nous ne sommes pas encore dans une population entièrement vaccinée, comme on l'a déjà vu. Donc, la prévention secondaire garde pour l'instant toute son importance, et notamment avec le dépistage primaire HPV chez les femmes de plus de 30 ans. Pour vous rappeler, très grand nombre quand même, heureusement, d'infections qui vont être éliminées toutes seules, hein, dans plus de 80 à 90% des cas, une persistance plus faible et encore moins de lésions de haut grade et de cancer qui apparaît. On a des CN3 qui peuvent aussi régresser, comme vous le voyez ici, 32% des CN3 peuvent régresser, 43% des CN2, et progression vers une invasion, vous voyez, 5 et 12%. Donc, voilà un petit peu où on en est au niveau des chiffres. Pour vous rappeler aussi que la sensibilité de la cytologie est de 40 à 70%. Donc, si on veut avoir une sensibilité meilleure pour répéter la cytologie, mais on augmente le coût, on sait que ce n'est pas coût efficace. Et attention, avec la vaccination qui va augmenter, qui doit augmenter, la valeur prédictive d'un résultat positif avec la cytologie va diminuer puisqu'on ne verra plus d'anomalies grâce à la vaccination, d'anomalies cellulaires, j'entends. Le test HPV, à l'inverse, a une forte sensibilité. C'est ça qu'on veut pour un test de dépistage, c'est une forte sensibilité, puisqu'elle est de plus de 95%, et une forte valeur prédictive d'un résultat négatif. Ça veut dire que quand on a un test HPV négatif, c'est négatif, et que justement, on peut espacer les tests HPV négatifs. 2 tests à 5 ans sont sécuritaires par rapport à une cytologie à 3 ans, comme on vient de vous le dire. Donc, vous voyez une sensibilité comparée sur une grosse étude de cohorte à l'époque où on a porté la plus grosse population française et on avait 96,53 uniquement avec des experts. Donc, vous voyez le souci. Les études randomisées ont montré la même chose quasiment. Donc, le dépistage primaire, je n'y reviens pas. C'est un dépistage séquentiel, HPV en premier, cyto en triage, et on va l'opposer pour ce soir donc au co-testing. Alors, deuxième introduction, cette transition. Donc, on va vers un dépistage primaire avec un triage en sachant que, voilà tous les bémols, il y a de nombreux HPV, on cible 13 à 14 HPV à haut risque, qu'il y a de très nombreux tests moléculaires pour détecter un HPV. 5 tests sont validés par la Food and Drug Administration. La qualité des échantillons est primordiale. On a une cyto en milieu liquide qui est très utile pour avoir une bonne qualité du résultat. Les autoprélèvements sont en plein développement. Les autoprélèvements sont très utiles, mais sont plutôt dédiés à des tests moléculaires, pas à des tests cytologiques. L'idée, c'est que vous faites le test pour une femme, elle le fait chez elle, elle le met à la poste, arrive au labo, on lui dit blanc-noir et elle va voir le gynéco. Voilà, le but, c'est de gagner du temps et en simplicité pour la patiente. Voilà. Il faut aussi que tous ces tests, ces façons de faire, de prélèvement, de type de brossette, parce qu'on sait que c'est important, soient accrédités, validés à un niveau national, à un niveau européen, à un niveau mondial. Il y a des résultats d'études parce que les tests ne sont pas toujours aussi performants qu'on veut bien le dire. Voilà. Il n'y a aucun test parfait de toute façon, mais il y en a des meilleurs que d'autres. Un seul test
est insuffisant, même un test HPV. Il faut définir un algorithme de dépistage, même si le test HPV est très bon en valeur absolue, on essaie d'améliorer justement avec un triage cyto et je vais vous le démontrer tout à l'heure. N'oubliez pas que la vaccination reste insuffisante, donc voilà les cibles HPV, je ne vais pas y revenir, on en a parlé la dernière fois. Donc beaucoup des tests comprennent tous ces HPV. En rouge, c'est la cible donnée par le vaccin. Il ne faut pas oublier que tout ce que l'on développe, là, tout ce qu'on discute ce soir du cancer du col, peut servir aux autres cancers HPV induits, comme le cancer du canal anal, vulve, pénis et oropharynx, etc., même s'il y a des petites différences histologique et de dépistage. En tout cas, il faut essayer de tendre vers des processus communs, de les simplifier, de les standardiser avec des algorithmes faciles, reproductibles par tout le monde. Là, pour vous rappeler que la France, on est à 30% de vaccination maximum, sans vaccination à l'école, évidemment, au niveau organisation, c'est pas terrible. C'est une diapositive que je vous ai montrée il y a quelques temps. Voyons maintenant donc ce co-testing, maintenant que vous avez cette introduction. Alors, la transition vers le dépistage primaire va dépendre des tests HPV, je viens de vous en parler, en rappelant que ces tests HPV sont indépendants de l'âge, permettent une détection précoce des CIN3 et des cancers, donc avec une protection à très long terme, et le risque de cancer du col à 3 ans après un test HPV négatif est de 70% plus faible comparé à une cytologie normale. Donc, on a une meilleure détection de ce risque du cancer du col. Donc, les tests de triage, en l'occurrence actuellement avec la cytologie, permettent une stratification du risque. Donc en triage, on verra après colposcopie ou pas, tout en gardant sous le coude qu'il ne faut pas trop augmenter les colposcopies et ne pas surtraiter. L'intérêt dépistage, il a toujours été comparé à 3 ans et 5 ans, et le test HPV à 5 ans est meilleur, supérieur à l'espacement de 3 ans de la cytologie. Et bien sûr, il faut intégrer avec la vaccination, et la vaccination va changer les valeurs prédictives positives, comme on l'a dit. Alors, quelle est la place du co-testing justement au sein de tous ces critères primordiaux? Déjà, il faut faire, là, le co-testing, c'est de faire les 2 tests en même temps. Ce n'est pas séquentiel, ce n'est pas successif, on les fait en même temps et il est vrai que c'est mieux quand on a un milieu liquide, ce qui évite de reprélever 2 fois la femme. Ça a été fait très longtemps aux USA, c'est toujours fait un petit peu d'ailleurs. L'idée est de ne pas rater un sous-groupe de cancer qui serait HPV négatif et cytologie positive, on va dire, anormale. Alors, sachez qu'actuellement, même le dépistage commençant, le dépistage HPV, il y a des gynécologues français, notamment à Paris, qui continuent le co-testing. Donc là, ils vont à l'envers de tout ce qui a été validé et c'est très préjudiciable. Alors pourquoi cette crainte, ne pas rater de cancer? C'est quoi finalement ce faible nombre de cancers du col HPV négatifs? Déjà, c'est un très petit nombre de cancers. Mais en pratique, les HPV, ils sont là, mais ils sont absents ou pas détectés. C'est ça le concept, 99,7 comme on a vu tout à l'heure. Absents ou non détectés par des défauts techniques, des défauts de fixation, etc. Ces rares cancers du col peuvent aussi être liés à de rares HPV à haut risque qui ne sont pas inclus dans le panel classique des 13-14 HPV. Donc on peut dire négatif, mais c'est un HPV rare qui n'est pas dans le test. Bon, ce qui pose aussi la question des tests à utiliser dans un futur proche. Autre paramètre important, lors de l'intégration virale, on sait que les gènes tardifs de l'HPV, la zone L1, qui sert d'ailleurs à faire les vaccins, cette partie du génome L1 peut être perdue lors de l'intégration. Or, il y a beaucoup de sondes L1 dans de nombreux tests HPV. Donc, si vous avez un virus intégré, il n'y a plus de L1. Donc, si vous mettez une sonde L1, elle ne pourra pas s'hybrider contre la cible, puisque c'est intégré, donc vous rendez un faux négatif. Bon. Ceci dit, ça c'est d'une logique torride, mais on n'a pas assez d'évaluation à ce sujet. De toute façon, un HPV est rarement 100% intégré, à part peut-être le 18 dans les adénocarcinomes, mais en général, on trouve encore un peu de L1. Mais c'est une hypothèse sérieuse. Et au total, bien sûr, attention à la qualité des échantillons, au matériel tissulaire nécrotique et vérifier, bien sûr, la technologie moléculaire utilisée. Alors, ce bénéfice relatif, quand on ajoute à une cyto ou un test HPV, c'est plus coûteux. Et en plus, on a beaucoup de cas HPV négatifs, cyto-normal, comme on va voir dans un instant. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens. Après un test HPV négatif, un test cyto additionnel n'offre pas plus de sécurité.
Alors, on va démontrer tout ça dans un instant. Et certains pays utiliseraient quand même ce cotestin entre 25 et 30 ans ou après 35 ans. J'ai retrouvé cette dia d'une étude de Mavel récente, voilà, qui vous montre les différents types de dépistage en Europe, régional, national, l'année où ça a commencé, les tranches d'âge des femmes, 30-64, un screening un intervalle de screening de 5 ans, de 3 ans, etc. Et regardez par exemple Espagne, 3 options possibles à 31 ans, cyto, HPV test ou cotestine chez les femmes de 25 à 30. Et là, c'est cotestine en Allemagne chez les femmes de plus de 35 ans. Vous voyez, il y a des petites situations adaptées par pays, why not, mais ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. 3 études principales. Une étude méta-analyse de Mark Carbine, 48 études recensées dans 8 études randomisées, les Randomized Control Trials. Voilà. Ils ont fait le cotesting comparé à la cytologie seule, le seuil d'une cytologie anormale étant le seuil ASCUS, et les taux de détection des CN2+, et des CN3+, étaient respectivement de 42% et 33% plus élevés avec le cotesting, forcément parce qu'il y avait l'HPV. Par contre, la spécificité correspondante était plus faible que celle de la cyto. L'ajout d'un test cyto au test HPV n'a augmenté la sensibilité à détecter un CN2+, que de 5%, et n'a augmenté la sensibilité à détecter un CN3+, que de 2%, comparé au test HPV seul. Donc une amélioration faible d'un test cyto rajouté à un test HPV. Et cette augmentation de sensibilité confère logiquement, mathématiquement, je dirais, une perte de spécificité. Donc vous voyez la tendance, forcément, on va mieux détecter, mais finalement, on ne détecte pas beaucoup plus. Et ça, je vais vous le remontrer plus en détail dans la deuxième étude, qui est extrêmement complète, de l'étude de Katki, citée par Batla, 331 000 femmes. Ils ont fait un suivi HPV négatif et cyto-négatif, donc normal. Ils ont suivi tout ça en cherchant une incidence cumulée à 5 ans des CN3+, donc CN3 et cancer. Chez les femmes HPV négatives, cette incidence cumulée à 5 ans est très faible, 3,8 par 100 000 par an. Chez les femmes HPV négatifs et cyto-normal, 3,2 par 100 000 par an. Pas une grosse différence. Chez les femmes cytologiquement normales, la maladie peut être prévalente, par contre, 7,5 par 100 000 par an. Donc on rate moins avec un test HPV qu'avec une cyto, mais ça on le savait déjà. Presque tous les HPV négatifs, toutes les femmes HPV négatives, donc 99,5% des cas, avaient une cyto normale ou des anomalies mineures. Donc vous voyez cette multitude de frottis qu'on fait en double qui n'avaient rien. Si je prends les femmes HPV positives, 73% d'entre elles n'ont pas d'anomalie cytologique, ce qui pose quand même problème sur 12 000 femmes à peu près. Et ces femmes HPV positives sans anomalie cyto montraient 34% de CN3, 29% de cancer et 63% d'adénocarcinome. Et au niveau de cet adénocarcinome, 17 sur 27 étaient d'ailleurs HPV+, cyto normal. Donc, un grand intérêt du test HPV au niveau de l'adénocarcinome. Je continue l'étude. C'est les seuls détails que je vais vous donner, c'est cette diapositive-là, on a presque fini. Le risque de détecter un CN3+, est plus faible chez les femmes HPV négatives que chez les femmes à cytologie négative, donc normale, à 3 ans. Vous voyez, 0,06 versus 0,1, donc plus faible avec l'HPV. Et à 5 ans, pour la question de tout à l'heure, 0,17 versus 0,36. Donc, quand on a un test HPV négatif, on détecte moins de CN3+. C'est meilleur que la cytologie. Si vous prenez maintenant non pas le risque de CN3+, mais le risque de cancer chez des femmes HPV négatives à 5 ans, bien ce risque est de moitié de celui des femmes cytonégatives, 3,8 versus 7,5 par 100 000 par an. Donc avec un test HPV négatif à 5 ans, le risque de cancer est beaucoup plus faible avec le test HPV que la cytologie, moitié plus faible. Si vous prenez maintenant le risque de détecter un CN3+, un risque de CN3+, qui est plus élevé chez des femmes HPV positives que cytopositives, et à 3 ans, effectivement, quand on a un CN3+, on trouve beaucoup plus d'HPV positifs, 5% versus 3,8, et à 5 ans, 7,6 versus 4,7. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, meilleure résolution, si vous voulez, meilleure détection plus précoce du test HPV, comme on a dit tout à l'heure. Ça, c'est important, les derniers points. Une cytologie positive augmente le risque de CN3+, des femmes
HIV positif, c'est là l'intérêt de la cytologie en triage, c'est quand on a déjà des femmes HIV positives. Là, si on a une cytologie positive en plus, à 3 ans, le risque passe de 10% versus 3,1 et à 5 ans, 12,1 versus 5,9. Voilà pourquoi c'est intéressant en triage. Par contre, une cytologie positive, non pas sur un HIV positif, mais sur cette cytologie positive n'augmente pas le risque de CN3+ à 5 ans chez une femme HPV négative. Donc, ça n'apporte rien chez les femmes HPV négatives, ni à 3 ans, 0,5 versus 0,04, ni à 5 ans, 0,8 versus 0,16. Donc, une cytologie positive n'augmente pas de risque chez des femmes HPV négatifs. Donc, pas d'intérêt de faire une cytologie chez des femmes HPV négatives. Et en plus, une cytologie négative ne réduit pas le risque de cancer déjà faible des HPV négatifs, 3,8 versus 3,2. Donc, dernière étude avant la conclusion, une autre étude de Schiffman sur plus de 1 208 000 femmes de plus de 30 ans. Ils ont fait aussi cytologie et HPV. Et conclut que la composante HPV seule a identifié une proportion significativement plus élevée de lésions précancéreuses et cancéreuses que la cytologie, donc comme on a vu avant. Seulement 3,5% des précancers et 5,9% des cancers étaient précédés d'un test HPV négatif et d'une cytologie anormale. Voilà, ça c'était la question. Alors souvent, d'ailleurs, quand on reprend ces études, le test se positive après, mais à l'instant T, c'était comme ça. Ainsi, la composante cyto n'a contribué qu'à hauteur de 5 cas par million de femmes et par an à la sensibilité du test combiné. Donc, la sensibilité à la cytologie apporte peu de valeur, si vous voulez, en plus d'un test HPV, si on raisonne bien sûr en coût-efficacité. Donc, en conclusion, pour ce co-testing le plus souvent chez les femmes de plus de 30 ans, eh bien, un test HPV négatif seul suffit à rassurer en routine avec un très faible risque de CN3+ à 5 ans. Un test HPV, je vous le redis, permet de détecter donc plus précocement des femmes à risque de CN3+ et surtout des adénocarcinomes, tandis que répéter un co-testing n'apporte rien finalement. Un test cyto additionnel négatif normal ne donne pas de rassurance supplémentaire à un test HPV. En revanche, les femmes HPV positives avec une cyto anormale pour le triage montrent le plus haut risque. Les femmes HPV positives avec une cyto normale cette fois montrent aussi un risque substantiel de CN3 augmenté à 5 ans, puisque l'HPV est positif. Et au total, le test HPV positif plus un triage cyto va réduire le nombre de cytos de 95% et est plus efficient qu'un co-testing. Il existe donc un bénéfice limité d'ajouter un test cyto au test HPV. Ça, c'est pour du dépistage en général. Après, dans des cas particuliers, on peut toujours vérifier, mais ce n'est pas du dépistage. Donc, le dépistage primaire HPV et triage cyto est co-efficace. C'était démontré dans de multiples études. J'en ai pris 3 grosses pour vous montrer. En sachant que souvent, on a le génotypage 16-18 pour les HPV pour voir tout de suite si on fait une colpo ou pas. Alors, le triage actuellement est par la cytologie, mais cela pourra changer. Comme je vous l'ai déjà dit, l'impact de la vaccination va diminuer la valeur prédictive d'un résultat positif par cyto et même par HPV oncogène, puisque avec la vaccination, les 16, 18, 31, etc. vont disparaître à terme. Et puis l'impact des autoprélèvements va augmenter cette façon de dépister. Et en dernière diapositive, justement, pour ce dépistage à venir, dans un futur moyennement proche, eh bien, quel test on va utiliser? Est-ce qu'on utilisera toujours le test HPV? On va voir, ou des molécules qui vont dépendre de l'HPV, ou alors des marqueurs autres. Donc le but est d'améliorer le dépistage, améliorer le triage. Il y a des HPV rares, bon, donc une valeur limitée, mais ils existent quand même, il y a des variants. Il y a ces phénomènes d'intégration, cette charge virale qui peut impliquer un pronostic aussi montrant une progression des lésions cellulaires, détection de la protéine 6 qui n'est pas encore utilisée en routine, les marqueurs de méthylation qui sont extrêmement importants et paraissent très pertinents. Voilà. Et n'oubliez pas que le génotypage HPV est utile aussi pour la vaccination pour vérifier ce qui s'est passé avant. Il y a des marqueurs indirects à côté des marqueurs HPV. Alors, un marqueur indirect, c'est quoi? Ça mesure la conséquence de l'infection. On ne recherche pas un HPV, mais on recherche une action de l'HPV. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs types de marqueurs indirects et on manque un peu d'études de comparaison. Citons notamment le triage par la protéine P16 Ki67, qui peut être intéressant, avec un risque cumulé pour détecter un CN2+ à 5 ans, qui est bien meilleur que d'une cytologie anormale.
Les tests de méthylation des gènes viraux, comme les protéines tardives L1, L2 ou précoces E2, et aussi la méthylation de gènes non plus viraux mais humains, il y en a toute une batterie qui se développe actuellement. L'idée sera peut-être de faire un testing plus global où dans un seul test, on aura le génotypage HPV, l'intégration des variants, des cibles de méthylation par séquençage à haut débit. C'est ce qu'on fait par exemple pour le coronavirus, pour certaines choses. Voilà. Ajouter des biomarqueurs moléculaires, là c'est plutôt pour des thérapies ciblées à visée thérapeutique. On peut rajouter très bien un marqueur moléculaire de gène humain. Et puis n'oubliez pas que pour vérifier les rechutes ou pas de certains cancers, on peut utiliser l'ADN tumoral circulant d'HPV et plus on en trouve dans le sang, plus cela indique un risque de rechute. Donc c'est utile pour suivre les traitements. Le challenge, donc vous avez bien compris, c'est de rester synergique entre le dépistage et la vaccination, en sachant que le risque du cancer du col va diminuer avec le temps grâce à la vaccination et que bien évidemment une organisation générale est souhaitable. Le dépistage, c'est bien parti. Ce n'est pas simple, mais c'est bien parti. La vaccination, c'est encore tout un problème. Voilà, merci de votre attention et on verra pour vos questions prochainement, tout à l'heure.